bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Au sommaire de votre après-midi, je vous propose de revoir deux temps forts du travail du Sénat. Dans quelques instants, en direction la séance pour voir le rejet de la proposition de loi d'Esther Benbassa sur le cannabis. Et à 18h30, on découvre ensemble le vote d'un amendement un peu particulier sur le projet de loi Macron, un amendement sur les moteurs de recherche. Je vous le disais en titre, 4 millions de Français en consomment régulièrement et près de 13 millions ont essayé chaque année cette substance. Il s'agit bien sûr du cannabis. La France est l'un des plus gros consommateurs de cannabis en Europe, malgré un arsenal plutôt restrictif. Alors, que faire face à ce que certains considèrent comme l'échec du tout répressif? La sénatrice écologiste Esther Benbassa a déposé une proposition de loi pour jeter un pavé dans la mare. Que propose-t-elle? Rien de moins que de légaliser la vente au détail de cannabis, mais attention, dans un cadre strictement contrôlée. Sans surprise, la proposition de loi a été rejetée au Sénat, mais elle aura eu le mérite de soulever le débat ici et de révéler les positions parfois inattendues de certains sénateurs. Tout de suite, direction l'hémicycle pour cette séance. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis, présentée par Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues. Je vous rappelle que nous avons commencé l'examen de ce texte le 4 février dernier. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Françoise Gatel pour 8 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi visant à légaliser le cannabis dont nous débattons aujourd'hui, après une longue pause un peu regrettable, mais il en est ainsi, ouvre un débat pertinent sur un sujet complexe aux ramifications multiples en matière à la fois de santé publique, d'économie souterraine, d'éducation, de prévention, mais aussi de sécurité publique et de répression. À ce titre, je salue le travail de qualité mené par le rapporteur, notre collègue Jean Dessessa, sur une question souvent clivante. Nul ne peut nier la réalité et l'ampleur du phénomène, s'interroger est juste, mais la réponse proposée par ce texte est-elle suffisamment pertinente? La première question est celle de la santé publique. Rappelons-le clairement, il n'y a pas de consommation de drogue sans effet nocif sur la santé. Ainsi, l'usage régulier du cannabis peut accompagner ou aggraver l'apparition de troubles psychiatriques et de façon plus courante, sa consommation perturbe les fonctions cérébrales, diminue les capacités de mémorisation et d'apprentissage, réduit le jugement et la concentration. Elle entraîne une augmentation du temps de réaction, une difficulté à effectuer des tâches complètes et des troubles de la coordination motrice, susceptibles d'augmenter les risques associés à la conduite. Ainsi, les statistiques sur les accidents de la route le confirment. En 2011, la consommation de cannabis aurait provoqué 455 accidents mortels sur les routes de France. Une enquête réalisée par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie précise que fumer un joint multiplie par 2 les risques d'accidents mortels sur la route et par 15 s'il est associé à l'alcool. Par ailleurs, le cannabis brûle moins que le tabac et produit davantage de gaz carbonique. Fumer du cannabis sera ainsi 20 fois plus dangereux à dose égale que fumer du tabac, selon l'étude néo-zélandaise publiée en 2008 par le journal européen de pneumologie. Mais les effets, Madame la Ministre, sont particulièrement dramatiques chez les jeunes, dont le cerveau est encore en formation et qui sont les plus gros consommateurs, puisque 42% des adolescents de 17 ans ont déjà fumé au moins une fois du cannabis. Aussi, comment peut-on penser que l'État, garant de la santé publique, puisse légaliser l'usage et la production d'un produit dangereux? En autorisant son usage, l'État brouillerait nécessairement le message sur la nocivité du produit. La deuxième question a trait aux effets sociaux et sociétaux importants. La consommation du cannabis favorise le décrochage scolaire, l'absentéisme, la marginalisation sociale et son usage a souvent de lourdes répercussions sur l'équilibre familial qu'il fragilise. Et légaliser le cannabis pour les adultes, c'est oublier le comportement naturellement transgressif des jeunes qui s'affirme à la fois par la consommation de drogue et d'alcool.
Ainsi, l'interdiction des lieux de vente d'alcool à proximité des établissements scolaires ou sportifs n'a nullement empêché le phénomène de binge drinking chez les jeunes, y compris chez les collégiens. La consommation d'alcool ou de drogue n'est pas sans relation avec le mal-être de notre société, qui peine à accompagner les jeunes vers leur vie d'adulte, mais aussi toutes les personnes fragiles. On ne peut passer sous silence la perte de repères et les difficultés de nombreux parents à assumer l'éducation de leurs enfants. Ce constat conduit même certaines communes à créer des écoles de parents. Je crois que si la consommation de drogue a de lourdes conséquences sociales, les difficultés de notre société contribuent à encourager la recherche de paradis artificiels. À cet égard, le groupe UDI-UC regrette la faiblesse des propositions en termes de prévention et d'éducation. La prévention ne devrait-elle pas s'interroger sur les causes pour lutter avec efficacité contre les conséquences? Cette proposition de loi, Madame la Ministre, reconnaît l'importance de la prévention, mais aujourd'hui, celle-ci fonctionne très mal. Le langage utilisé ne percute pas et aucun système ne centralise les initiatives. L'information reste cloisonnée au lieu d'être partagée entre la police ou la gendarmerie, la communauté éducative, le milieu associatif et la commune. Enfin, la troisième question soulevée par cette proposition concerne ce que vous qualifiez, Monsieur Dessessart, de faillite du système de répression et le développement de la criminalité organisée. Si la répression ne suffit pas à supprimer un danger, il ne peut y avoir de société sans règles et donc sans répression. La répression signale le risque et résonne comme une alerte, un garde-fou. Le texte qui nous est proposé considère que la légalisation enrayerait l'économie souterraine mafieuse, effectivement engendrée par la vente illégale de cannabis. Mais la légalisation ne concernerait que les majeurs. Les jeunes continueraient donc à s'approvisionner de manière clandestine avec les mêmes insécurités. Et cette supposition sous-estime la capacité de la criminalité organisée à choisir et développer des productions afin de générer une nouvelle demande et de nouvelles sources de revenus. Leur imagination est infinie. De plus, penser que la législation aurait pour corollaire la diminution de consommation de drogue conduirait inévitablement à nous poser un jour la question de la légalisation d'autres drogues, telles que l'ecstasy, l'héroïne ou la cocaïne. En outre, nous devons avoir à l'esprit une variable cruciale, le prix du produit légalisé. Un prix trop élevé n'aurait aucun effet sur l'économie souterraine, un prix trop faible générera une augmentation de la consommation. La quatrième question posée est celle des finances publiques. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que la création d'une nouvelle taxe sur le cannabis générerait pour un État en difficulté des ressources fiscales non négligeables. L'État comblerait son déficit par une taxe sur les produits dangereux. Il faudra alors expliquer aux industriels de l'agroalimentaire que l'État s'autorise ce qu'il condamne, car lorsqu'il existe un risque sanitaire sur un produit alimentaire, l'État engage avec diligence et à juste titre des enquêtes sanitaires pouvant aller jusqu'à la fermeture d'un site de production. Mais outre l'aspect quelque peu cynique de cette évocation, qui permettrait à l'État de combler partiellement son déficit en autorisant la vente de produits dangereux, il y a fort à parier que l'argent rapporté à l'État par cette taxe doit être assez naturellement utilisé pour couvrir les frais de santé publique dus à une consommation croissante de cannabis et aux problèmes de santé en découlant. En conclusion, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cette proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui a le grand mérite, et je suis sincère, de soulever un véritable enjeu de santé publique qui doit être traité avec énergie et efficacité. À cet égard, j'évoquerai également l'usage thérapeutique du cannabis pour soulager les symptômes de certaines maladies et dont les diverses applications sont de plus en plus reconnues. Je pense notamment à la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le sida ou encore la dépression. Depuis juin 2013, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut délivrer des autorisations de mise sur le marché de médicaments contenant du cannabis. Ce sera pour moi l'occasion, je l'espère, de souhaiter qu'un bilan soit fait de cet usage thérapeutique. Mais vous l'aurez pressenti, si le groupe UDI-UC reconnaît l'intérêt réel de ce texte, il ne peut être favorable à ces propositions qui apportent, à mon sens, une réponse trop simple à une question complexe.
Car pour prendre une image familière, monsieur le rapporteur, penser endiguer la consommation de cannabis par la légalisation, c'est cacher la poussière sous le tapis. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Pierre Godefroy. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, la question de l'encadrement législatif du cannabis revient de façon récurrente dans nos débats. Elle avait notamment été abordée en 2011 par le rapport de la mission d'information commune Sénat et Assemblée nationale sur les toxicomanies, dont nos collègues Gilbert Barbier et Françoise Branger. Si les rapporteurs rejetaient la dépénalisation, ils préconisaient en revanche la création d'une amende contraventionnelle pour les usagers de cannabis. Plus récemment, en novembre 2014, la question a également été abordée par le rapport d'information des députés Anne-Yvonne Le Dain et Laurent Marcangeli sur l'augmentation de l'usage de substances illicites du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques à l'Assemblée nationale. Les rapporteurs constatent que la politique de prohibition en vigueur et les moyens qui l'ont accompagnée n'ont pas permis d'obtenir de résultats probants sur la consommation de cannabis, dont la prévalence en France est parmi les plus élevées en Europe. S'ils s'accordent sur la nécessité de reviser la loi de 1970 et le régime de l'usage du cannabis, leurs positions divergent quant à la portée de cette révision. M. Marcangeli prône une contravention respectant l'individualisation des peines à la place du délit actuel, alors que Mme Le Dain est favorable à une légalisation du cannabis dans l'espace privé pour les personnes majeures et à une offre réglementée du produit sous le contrôle de l'État. Malgré des divergences dans les préconisations des auteurs de ces rapports, ils se retrouvent sur le constat des faillites de notre législation, de son insuffisance et de la nécessité de la reviser. Le gouvernement a lancé le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives 2013-2017. Si ce plan comporte des mesures intéressantes, même très intéressantes, sur les questions sociales, sanitaires, de prévention, de lutte contre les trafics, je ne suis pas certain que cela soit suffisant. Il ne semble pas affronter véritablement la contradiction selon laquelle la France dispose de la législation la plus répressive en Europe, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur, répressive en Europe, à l'égard du cannabis, alors que les Français sont parmi les plus gros consommateurs. Il est donc évident qu'il faudrait approfondir la réflexion sur les choix que nous avons à prendre. La proposition de loi de Mme Benbassa a le mérite d'aborder le sujet, de poser ces questions et d'émettre des propositions. L'encadrement législatif de l'usage du cannabis renvoie à deux enjeux, celui de la santé publique d'une part et celui de l'ordre social d'autre part. Sur le volet sanitaire, les dangers que présente le cannabis ont été montrés, et tout particulièrement chez les jeunes. Le cannabis est le premier produit psychoactif illicite consommé par les adolescents. À court terme, il peut s'agir d'une baisse des performances intellectuelles, d'angoisse, de difficultés de coordination, d'une modification des perceptions, de troubles de la concentration, d'une altération de la mémoire courte, d'une baisse de la vigilance et des réflexes plus importantes encore. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois lorsque la consommation de cannabis est couplée à l'alcool. À long terme, ce sont des risques de cancer accrus par rapport à la consommation de cigarettes dus à la concentration de goudron, des cas d'isolement social, de troubles du processus de développement cérébral chez les adolescents. Des études établissent aussi une relation de causalité entre la consommation de cannabis et l'aggravation ou la survenue de certains troubles psychotiques graves, tels que la schizophrénie ou la paranoïa. Des recherches défendent l'idée que le cannabis, s'il n'est pas suffisant pour déclencher la schizophrénie, pourrait être un facteur nécessaire à son apparition et de nature à exacerber les symptômes déjà présents. Ces risques pourraient être accrus chez les adolescents dont le cerveau n'est pas encore arrivé à maturation. Aussi, la question du produit en lui-même pose problème. Depuis une quinzaine d'années, les études ont montré une hausse importante de la concentration de THC du cannabis, laquelle accroît la dangerosité du produit sur la santé physique et mentale des consommateurs. De même, les agents de coupe utilisés pour augmenter le poids du cannabis ou améliorer son aspect peuvent être particulièrement nocifs. Sable, colle, talc, verre, plomb, cirage, huile de pneu, huile de vidange, etc. Il est donc établi que sur le plan sanitaire, les conséquences de la consommation de cannabis peuvent être gravissimes. C'est aussi du point de vue de l'ordre public que le cannabis pose des questions.
En France, la consommation de cannabis est interdite. La loi expose les consommateurs de cannabis à une peine de 3 750 € d'amende et une peine d'1 an d'emprisonnement. Mais dans le même temps, on sait qu'environ 1 Français sur 5 a consommé du cannabis dans sa vie, 1,2 million en consomment régulièrement et qu'il est la substance illicite la plus consommée dans les pays de l'Union européenne. La contradiction est flagrante. La particulière sévérité de nos dispositions répressives à l'égard du cannabis, qui trouvent leur origine dans la loi de 1970, mise face à l'importance du phénomène de consommation, ne doivent-elles pas pousser à nous interroger sur la pertinence de cette législation et de l'échelle des peines? Avant la loi de 1970, l'usage privé du cannabis n'était pas sanctionné. Nous sommes forcés de constater que notre arsenal répressif actuel ne parvient pas à faire baisser la consommation de cannabis. Il ne présente véritablement de solution ni pour la santé publique ni pour la lutte contre les réseaux mafieux. Les peines prévues, qui sont les plus sévères que l'on trouve en Europe, ne sont manifestement pas dissuasives pour les usagers. Bien entendu, l'action publique n'est pas toujours exercée et des mesures alternatives telles que les injonctions thérapeutiques sont souvent mises en œuvre. Cependant, cette marge laissée aux magistrats est source de disparités de traitement entre les cours et donc entre les justiciables. Aussi, même si les emprisonnements pour simple usage de cannabis sont rares, il y a beaucoup d'emprisonnements pour ce qui relève plus de la petite revente, alors que les gros trafiquants demeurent rarement atteints. Nous devons veiller à ne pas risquer de fragiliser ces personnes qui rencontrent des problèmes d'insertion. Envoyer les petits revendeurs en prison, c'est risquer d'abîmer davantage des personnes qui se trouvent déjà dans des situations instables. Des États tels que l'Uruguay et le Colorado ont fait le choix d'une expérimentation de la légalisation. En Uruguay, la loi du 1er décembre 2013 a instauré une régulation de la production et de la vente de cannabis sous l'autorité de l'État. Les consommateurs de cannabis majeurs et enregistrés dans une base de données sont autorisés à acheter jusqu'à 40 grammes de cannabis par mois dans des pharmacies homologuées. La loi permet aussi de cultiver 6 plants de cannabis à domicile par an. Ce dispositif est en expérimentation depuis 1 an. Il faudra attendre encore pour véritablement analyser les résultats d'une telle politique. La légalisation avec encadrement et monopole étatique présente des avantages non négligeables en ce qu'elle peut contribuer à casser les marchés parallèles, permettre de limiter la concentration en THC contenue dans le cannabis et d'éviter l'usage d'agents de coupe nocifs. Dans le même temps, mes chers collègues, les dernières informations qui nous sont parvenues sur le Colorado n'encouragent pas à aller dans cette direction. En effet, le produit des taxes rapporte tellement à l'État du Colorado que par une loi de 1992, il doit rendre de l'argent soit à l'État fédéral, soit aux contribuables. Qu'en est-il par contre sur le plan de la santé publique? On peut s'interroger. La légalisation poserait aussi de nombreuses questions particulièrement délicates à trancher. Quelles modalités concrètes dans la mise en œuvre d'une telle politique? Quel type de production et de distribution organiserait-on? Passerait-on par les bureaux de tabac, par les pharmacies, par de nouvelles entités ad hoc? Quels tarifs seraient pratiqués, sachant que les prix devraient être de nature à casser les réseaux de trafic et qu'il ne faudrait donc absolument pas y voir un moyen de ressources supplémentaires pour l'État? Je finirai par quelques mots sur l'importance de la prévention, car nous n'insisterons jamais assez. Je suis convaincu que la pédagogie serait plus utile et efficace que l'interdiction brutale. Nos lois répressives n'empêchent pas la consommation de cannabis, ce sont donc les individus, et particulièrement les jeunes, au moment où se fait souvent l'initiation à la consommation de cannabis, que nous devons informer. Prévenir, éduquer, et je dirais même surtout convaincre. Pour cela, des campagnes et actions de prévention dans les collèges et les lycées, dirigées vers ces publics potentiellement exposés aux dangers du cannabis, doivent être mises en œuvre. Elles doivent être adaptées, répétées et commencer dès le début du collège. Aussi, il ne me semble pas, mes chers collègues, que la proposition de loi qui nous a présentée aujourd'hui soit suffisamment aboutie pour être votée en l'état. De nombreux renvois au décret en sont révélateurs. Elle doit néanmoins être saluée en ce qu'elle ouvre le débat sur une préoccupation de santé publique de premier plan. Madame la ministre, le 4 février, nous a fait part d'ailleurs des mesures prises et envisagées par le gouvernement à ce sujet. En conséquence, mes chers collègues, le groupe socialiste ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Brigitte Micouleau pour 6 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Esther Benbassa
qui vise à autoriser la vente de détail du cannabis aux personnes majeures ou simplement à mettre en place une dépénalisation nous permet d'ouvrir un débat. Je regrette d'ailleurs, comme ma collègue Françoise Gatel, qu'il ait été coupé en deux. Cette proposition de loi conduirait à aligner la vente du cannabis sur le modèle du tabac. Ainsi, l'État contrôlerait la distribution du cannabis tout en interdisant la publicité et la vente aux mineurs. Je dois reconnaître que l'exposé des motifs de votre proposition de loi, Madame la Présidente, ainsi que le rapport de M. Dessessart soulèvent des questions essentielles comme l'inefficacité de nos politiques de prévention et de lutte contre le cannabis, ou encore la dangerosité et les conséquences néfastes de la consommation de cannabis. En effet, malgré une répression sévère, la France est, après l'Espagne, le pays d'Europe où l'on consomme le plus fréquemment du cannabis. Hier, lors de la matinale d'une grande radio nationale, un baromètre officiel encore non diffusé était évoqué et révélait les chiffres alarmants. On serait passé de 500 000 à 700 000 consommateurs réguliers et quotidiens en 4 ans. Pour les consommateurs qui fument au moins 10 joints par mois, on atteindrait désormais les 1,5 million d'individus. Enfin, les usagers réguliers seraient de plus en plus banalisés dans tous les milieux. Concernant plus particulièrement les jeunes, comme le relève l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, en 2011, 41,5% des jeunes de 17 ans déclarent avoir fumé du cannabis au cours de leur vie. Et parmi ces derniers, plus d'1 sur 5 déclarent avoir consommé du cannabis au cours du dernier mois, ces consommations ayant lieu principalement les week-ends. Quel problème, diront certains, d'une consommation occasionnelle et festive? Eh bien, chers collègues, malheureusement, de nombreuses études